Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al Marabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook d'Al Marabia. Les thématiques ce soir, on va revenir sur les élections et bien évidemment sur la fin des subventions votées aujourd'hui à la PN. Alors lors de la présidentielle du 12 décembre 2019, du référendum sur la Constitution, c'était le 1er novembre 2020, et encore, les législatives, c'était le 10 juin dernier, les Algériens, de par les résultats, après les dépouillements notamment, ont confirmé leur fort désintérêt pour tous ces rendez-vous au scrutin de ces élections. Une autre échéance électorale, ce sont les communales, les élections locales en Algérie, donc sont prévues pour le 27 novembre prochain. Nous sommes le 17 novembre, c'est-à-dire dans une petite dizaine de jours. La campagne électorale est lancée maintenant depuis jeudi dernier, avec la participation d'une cinquantaine de partis, plus de 900 listes d'indépendants, 1541 assemblées populaires communales, 58 assemblées populaires de wilaya, plus de 400 000 candidats, et surtout, ce sont près de 23 millions d'électeurs, d'Algériens et d'Algériennes qui sont attendus donc dans les bureaux de vote à se rendre massivement aux urnes pour élire leurs nouvelles équipes dirigeantes locales, des équipes comme le souhaite le président Tebboune, qui soit issu de compétences jeunes et de personnes, je cite, n'ayant aucune accointance avec le milieu des affaires et qui n'ont pas de lien avec la Hisaba. C'est cette demande donc qui est une appellation désignant des membres de l'ancien régime notamment, des élections qui sont chères aux autorités politiques actuellement et qui un chef du gouvernement qui veut faire de ces élections la dernière étape, je cite, de la réédification institutionnelle. 5 premiers jours de cette campagne électorale et les participants peinent à se faire remarquer dans les médias et à faire entendre leur voix. C'est un démarrage au ralenti, je cite, qui font remarquer plusieurs observateurs de la scène politique locale. Les panneaux d'affichage, comme on peut le constater dans certaines presses, beaucoup sur les réseaux sociaux, puisque c'est là où vit réellement le quotidien des Algériens, les panneaux d'affichage destinés à faire connaître les listes donc, de ces différents concurrents sont souvent vides et les chefs des partis qui ont du mal à remplir donc leur salle de meeting, tout simplement à organiser des meetings. Voilà ce que dit Idir Ramayash, enseignant à l'université de Médéa, dans l'ouest du pays, et spécialiste en communication. Je vais le citer. Les schémas communicationnels chez nos partis restent traditionnels et dépassés, dit-il. Ils font plus dans la propagande qui est aujourd'hui abandonnée dans le monde entier que dans le marketing politique qui consiste à vulgariser les programmes et à vendre l'image du candidat à l'électeur. Alors plusieurs questions se posent avec nos invités ce soir. Comment convaincre ces électeurs après notamment cette forte abstention et ce non-événement sur les dernières élections, notamment le 12 juin dernier, avec une participation officielle annoncée par les autorités à 23,3%, qui est très très bas, qui a battu des records notamment sur certaines législatives en Europe et un peu partout dans le monde. La ferveur et l'excitation électorale existent-elles? Peut-on parler d'une élection à huis clos? Et doit-on s'attendre à un engouement ou à une forte participation ou totalement une désaffection de ces élections qui auront donc lieu le 27 novembre prochain? Avant d'accueillir mes invités, on va commencer par un moment de sport. La meilleure nation africaine depuis plus de 2 ans maintenant, avec une série de 33 matchs sans défaite, c'est l'Algérie. Notre nation, notre pays, les Sénèques qui se sont qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, suite au match notamment qui avait lieu hier soir face au Burkina Faso, un résultat final de 2, donc une participation, je vous le disais, à la Coupe du Monde qui se jouera donc en mars prochain. Ce sont les barrages avec l'Égypte, le Ghana, le Cameroun, entre autres, donc en mars prochain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais hier soir, avant le match, malheureusement, on a vu des joueurs. Alors, je vais demander à mes collègues en régie de nous diffuser ces images, justement, où les joueurs du Burkina Faso ont dû se changer sur la pelouse. Ils ont préféré éviter les vestiaires du stade Mustapha Tchaker de Blida, trop vétustes à leur goût, donc en cause de la vétusté des vestiaires. Je ne sais pas si on a les images, on va regarder donc cette vidéo numéro 1 sur le match d'hier soir à Burkina Faso, notamment les joueurs qui se sont changés avant le début de la rencontre.
Voilà, les bonnes nouvelles maintenant depuis plusieurs mois, c'est le football algérien de par leurs résultats. Mais derrière tout ça, il y a toujours de grosses difficultés, notamment au niveau des infrastructures. Et on a entendu Jamel Belmadi s'exprimer plusieurs fois avec beaucoup de peine en tout cas, notamment lorsqu'il parle des installations sportives, notamment des pelouses dernièrement. Mais encore une fois, on l'a vu hier avec ces vestiaires. Algérie 2 points, où est passée la campagne électorale? On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que cette campagne existe-t-elle réellement? Est-ce que les Algériens et les Algériennes se préoccupent de ces élections communales et puis se rendront-ils dans les urnes? Avec nous, on va commencer par alors Maître Nabil Asmaïl, avocate militante du SFS, parce qu'on va en parler du SFS aujourd'hui aussi, car ils s'organisent et ils se sont donc investis sur ces élections. On va la recevoir dans quelques instants. Nous avons Anis El Khama. Bonsoir Anis El Khama, psychologue, militant politique. Vous êtes à Paris. Bonsoir. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci Anis El Khama. Aliette Djoudi est avec nous, a priori président de Riposte Internationale. Bonsoir Aliette Djoudi. Bonsoir Chaban. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci infiniment d'être là. Boualem Amoura, bonsoir, syndicaliste qu'on ne présente plus. Merci d'être là encore ce soir, Boualem Amoura. Bonsoir à tout le monde, à tous les téléspectateurs de Magharibia, à nos invités et bien sûr à notre diaspora, sans oublier les techniciens de Magharibia. Et merci de votre invitation. Je vous connais bien dans les équipes techniques de la chaîne. Sans eux, il n'y aurait pas d'émission, il n'y aurait pas d'information et on devrait donc dans quelques instants militant politique, et je vais saluer Maître Nabila Asmaïl, avocate et militante du SFS. Bonsoir Maître. Bonsoir Chaban, merci de m'avoir invité. Et je tiens à faire une petite remarque, c'est que le son est très mauvais. Je ne sais pas ce qui se passe à votre niveau, mais on vous entend mal. Très bien, on va essayer d'y remédier. Maître Boualem Amoura, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est correct? Oui, mais c'est la même remarque que je fais avec Maître Ismaël. On n'entend pas bien. On perd certains mots. C'est comme si vous parlez dans un tonneau. Très bien. Pourtant, je ne suis pas dans une grotte, mais on va essayer d'y remédier. Bon, Boualem Amoura, merci encore une fois. Alors, je sais que mon confrère Nasser Djoudi vous a reçu hier dans le cadre de Taviance, mais moi, je voulais vraiment vous avoir 10 petites minutes, car je voudrais vraiment qu'on commence cette émission. Les élections vont arriver, mais d'un côté, il y a le quotidien des Algériens. Il y a ces intempéries qui ont encore fait des morts. Malheureusement, ce ne sont que des pluies diluviennes. Ce n'est pas un cyclone ou des grosses catastrophes naturelles. Donc, je voulais avoir un peu avec vous la situation au pays actuellement en termes de pouvoir d'achat. Comment est le quotidien des Algériens et des Algériennes? C'est un quotidien malheureusement qui ne nous réjouit pas. C'est comme disait, on peut citer la soupe du lapin de Djaha. Nous sommes en train là à réchauffer la vieille marmite, l'eau bouillante de la soupe de Djaha, du lapin de Djaha. C'est tous les jours lorsqu'on finit avec un petit pépin problème, eh ben on rentre dans un autre. On était avec la rentrée scolaire, avec la rentrée sociale, et puis venaient les inondations. Je ne vous cache pas qu'hier, j'ai été à Alger, mais j'ai rebroussé chemin au milieu de la route parce qu'elle était bloquée. Ça arrive dans tous les pays du monde. Mais le problème, c'est quoi? C'était qu'on n'a trouvé aucune autorité publique pour venir au secours de ces gens-là, de nous-mêmes. Je n'ai trouvé presque personne sur la route pour essayer de dégager, pour essayer de dépanner les gens. C'est-à-dire, ces autorités ont abandonné la population. Et moi-même, sur la route, j'ai fait un live où j'ai posé la question, où sont ces autorités au moment où on nous appelle, ils appellent à aller voter, à organiser des élections. Mais où sont tous ces élus, les PAPC et d'autres, les commis de l'État, le chef d'Ara, le Wali, les directeurs exécutifs des travaux publics? C'est la question que je me pose. Mais sinon, des inondations, il y a un peu partout. Il y a un point noir, si j'ose dire, je l'ai vécu, ça fait 10 ans,
du côté de Tedmate, ça fait 10 ans que ce virage-là, à chaque fois qu'il y a des inondations, les gens ils sont bloqués, mais ils ne font rien. Combien de Wali sont passés par Tizi Ouzou? Combien de chefs d'État? Combien de maires de PAPC? Malheureusement, ce n'est pas une situation réduisante. Ajouter à cela avec la cherté de la vie, aujourd'hui encore, sans étonnement, on n'était pas étonné, on avait dit, les députés, nos augustes députés, ils ont voté la loi de finances 2022 avec l'article 187, là qui supprime les subventions pour 14 produits quand même très importants de première nécessité et que le peuple algérien n'est pas prêt de subir ou d'accepter. C'est un choc. Donc la situation, elle est là. Pour le moment, des routes bien sûr coupées, des routes, vous roulez, circulez sur une autoroute, vous ne savez même pas ce qu'il y a sous cette autoroute-là. Je disais que ça se passe un petit peu dans tous les pays du monde. Mais là, on doit retrouver les équipes qui sont chargées de l'entretien de la voirie. Le problème, c'est cet abandon sur la population qui se sont abandonnés. Moi, aujourd'hui, j'ai été allé chercher de l'eau avec mon véhicule 3 fois. Nos pieds, comme disait le doyen de la faculté de médecine d'Alger, nos pieds, ils sont dans l'eau, mais nos robinets sont secs. J'ai été chercher de l'eau, j'étais tout mouillé, mais dans les robinets, il n'y a rien du tout. Nous avons une côte de plus de 1600 km. On avait le Bahboua à l'époque où on chantait le Bahboua. Il y avait l'embellie financière. Mais qu'avons-nous fait de cet argent-là? Et puis, depuis 2019, maintenant on parle aussi, il y a une 3e vague, 4e vague en Algérie. Mais depuis 2020, a-t-on construit un hôpital digne de ce nom? Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé durant cet été avec la crise de l'oxygène. Ne parlons pas des feux de forêt. Est-ce que nous sommes là en hiver? Est-ce qu'on a pensé? Parce que gérer, c'est prévoir. Et puis une gestion rigoureuse aussi, pas n'importe quelle gestion. Est-ce qu'on a pensé maintenant à avoir des canadaires, à les acheter tout de suite pour préparer la saison estivale avec les feux? Il y aura toujours des feux, comme ça se passe dans tous les pays du monde. Mais là, en tant que responsable, il faut anticiper. Eh bien, malheureusement, nous ne le faisons pas. Comme je disais, c'est la soupe du lapin. Est-ce que vous m'entendez mieux peut-être maintenant? J'espère. Mieux. Il n'y a pas cet effet de tonneau. Alors, avant de vous libérer, on sait qu'il y a des maires, des patrons de wilaya qui ont une bonne volonté, qui aiment la politique, qui s'investissent. Tous les hommes politiques, femmes politiques ne sont pas à mettre dans le même sac. Mais est-ce que lorsqu'on est élu sur des élections communales qui vont arriver, est-ce que réellement un maire, c'est important de vous poser cette question, et puis ça sera aussi une question à poser à Maître Nabil Asmaïl, car vous vivez en Algérie et vous êtes au contact de vos élus locaux, c'est le premier contact d'un citoyen, d'une citoyenne. Est-ce que réellement ils ont un réel pouvoir? Demain, un candidat est élu maire. Est-ce que réellement il a un pouvoir, il a des moyens pour des canalisations, pour des avaloirs, pour une clinique, etc. Est-ce que réellement il maîtrise les choses ou est-ce que c'est du vent? Excusez-moi de l'expression. Écoutez, mon ami Chaban, je vous l'apprends, je suis le doyen des élus, donc je vais parler en tant qu'élu. Je suis le doyen, je connais un petit peu de la gestion des APC, oui, mais le problème, c'est dans la personnalité de ces présidents d'APC. Est-ce qu'il a une personnalité? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est honnête? Sinon, oui, tout ça, ils ont contre le code communal. Mais je sais que la majorité des PAPC, la majorité ne l'ont pas lu. Quand on vous donne la qualité de premier magistrat de la commune, quand on vous octroie, c'est la loi, bien sûr, il vous dit que vous êtes aussi l'officier de police judiciaire. Quand on vous dit que vous êtes responsable de l'hygiène, de la sécurité, il faut juste savoir appliquer ses prérogatives pour soi-même. Il ne faut pas avoir peur du chef de DRA. Mais sinon, toutes ces prérogatives-là, et toute cette mission-là, c'est le rôle des PAPC. C'est nous
Moi, j'étais pour une fois, il fallait que je bataille en 2008 pour être dans la commission des jugements des offres, parce que c'est là-bas que cela se passe, les détournements de la corruption. Est-ce que votre voix compte réellement? Il y a eu les législatives le 12 juin dernier, 23,3% chiffre officiel, avec une assemblée qui a été élue. C'est pas la thématique ce soir, mais on sait très bien qu'à l'assemblée, c'est très difficile aujourd'hui, d'après les analyses, d'après ce que vous nous dites, d'avoir réellement son mot à dire. Est-ce que lorsqu'on est élu au conseil municipal, par exemple, dans une localité en Algérie, auprès du maire, est-ce que réellement on a son mot à dire? Est-ce qu'on a vraiment un vrai pouvoir de diriger, de mettre en place, de construire? Est-ce qu'il n'y a pas des pressions ailleurs? Je vous disais, ça dépend de la personnalité du PAPC. Mais je vous apprends à rien peut-être en vous disant qu'il n'y a aucun critère chez ces partis politiques, justement. Moi-même, j'ai fait l'expérience. Il n'y a aucune formation dans ces partis politiques. Ils ne forment pas leurs militants. Ils les jettent comme ça pour être PAPC ou PAPUI ou autre. Ils ne savent même pas concevoir un budget. Ils ne savent même pas lire un cahier des charges. Mais comment voulez-vous qu'ils se mettent là au même niveau que le chef d'État ou le wali? Moi, quand je suis sûr de ce que je fais et la loi me le permet, je vais l'appliquer parce que j'ai été élu par la population. Ils ont des prérogatives, mais ils ne savent pas les assumer. Parce que certaines personnes ne comprennent pas que nous recevons des subventions de l'État, mais pour choisir les projets à réaliser, c'est nous qui le faisons. Quand vous avez bien sûr la majorité, c'est l'exécutif, mais cette majorité qui travaille encore avec le villagisme et puis un petit peu le clientélisme, c'est là qu'il y a le problème. Mais sinon, avec le peu que l'État, les subventions de l'État qui arrivent, on peut faire des choses. Comme vous parlez maintenant de l'AOP, de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité. C'est des choses très simples à réaliser avec le budget que nous octroyons. Mais je ne vous cache pas qu'il y a aussi des détournements dans ces APC. Moi, je l'ai vécu, moi, j'ai dénoncé, mais aujourd'hui, j'attends à ce qu'on me mette en prison avec des preuves. Malheureusement, quand vous avez un maire, avant d'accéder à ce poste-là, il arrive à subvenir difficilement aux besoins de sa famille, mais après un mandat, vous allez trouver qu'il a acheté un logement, un véhicule ou autre chose. Là, il faut se poser la question, puisque tu as eu ça. Voilà, Mamoura, merci. 30 dernières secondes. Le 27 novembre, les électeurs et les électrices vont se rendre dans les urnes. Il reste encore 9 jours avant ces élections-là. C'est quoi l'engouement aujourd'hui? Est-ce qu'on fonce vers les urnes? Est-ce qu'on se préoccupe de ces élections? Ou est-ce que c'est un non-événement et ça passe totalement inaperçu, réellement sur le terrain sans... C'est ce que j'allais dire, c'est un non-événement et il n'y aura aucun changement. J'ai vu certaines listes, il y a beaucoup d'opportunistes, d'autres qui sont des chômeurs. Là, on découvre bien sûr en 2021 les fonctionnaires politiques parce que c'est des chômeurs. Ils ont l'occasion de se présenter et peut-être d'occuper, ne serait-ce que pour ces 5 prochaines années, un poste maintenant parce que ces postes-là politiques, ils sont payés. Voilà, ils vont profiter, mais je vous assure que nous allons, il n'y a rien à rebier, voilà. On a une vie longue. Nous allons dans 5 ans discuter et dire la même chose. On va voir ces mêmes images d'inondations, des gens qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau, que il n'y a pas de décharge publique, il y a de la saleté. Et c'est pas avec des petits concours de village le plus propre que nous allons bien sûr nettoyer nos communes. Je le dis ça avec un pincement au cœur, pas de gaieté de cœur, mais malheureusement c'est la réalité parce que sincèrement, dans ces partis politiques, ils ne choisissent pas les gens qui sont vraiment à la hauteur parce que ça se fait d'une manière un petit peu opaque aussi. Mais on ne peut pas aller avec, surtout cette fois-ci, aux élections, quand on a plus de 230 détenus politiques, des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont pas brûlé, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas détruit. Donc, moralement, je ne peux pas. Et par éthique, moi, en tant que tel, et beaucoup de gens, nous ne pouvons pas participer à ces élections. Là, sinon, je sais que les élections, il y en aura toujours. Mais en cette période, c'est impossible d'y participer. Merci, Boualem Mamoura. Restez avec nous peut-être quelques minutes. Je pourrais, si vous pouvez rester, peut-être revenir vers vous, notamment sur la fin
des subventions. Ali Adjoudi est avec nous. Bonsoir Ali Adjoudi. Bonsoir à Chavan, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices. Merci d'être avec nous Ali Adjoudi, président de Riposte International. Vous êtes, vous, à Paris, mais vous connaissez très bien l'Algérie, notamment ce genre d'élections. Ces élections, vous les voyez comment, vous, Ali Adjoudi? Est-ce que on sait très bien lorsque c'est des élections communales, c'est-à-dire des maires, hein, des conseillers municipaux, conseillères municipales, il y a tout de même une sorte de relation particulière, une proximité entre les électeurs et puis les candidats. Vous ressentez un peu plus d'attirance, un engouement plus important sur ces élections, ou effectivement aujourd'hui vous pouvez dire que c'est un non-événement pour les Algériens et ils sont loin de ces élections, sans compter aussi ce manque de confiance maintenant depuis plusieurs années, même si l'autorité de l'organisation des élections fait des efforts et a souhaité et souhaite faire des efforts, mais il y a aussi ce manque de confiance. Merci Chavan. Tout d'abord, donc, bonsoir aussi aux invités, Azoul, Maître Nabil Ismail. Tout d'abord, il y a plusieurs angles, il y a un regard différent. Tout d'abord, en tant qu'observateur, à partir de Paris, je ne vois pas comment c'est-à-dire me prononcer. Pourquoi? Parce que les concernés, c'est ceux qui vivent à l'intérieur du pays. Sauf que moi qui ai animé, qui était pratiquement directeur de campagne électorale dans une commune en 97 et animateur de plusieurs campagnes électorales dans plusieurs communes. Donc je connais un petit peu le système. Premièrement, il faut voir du côté des partis politiques. Est-ce qu'au niveau des partis politiques, il y a un travail de formation, de préparation pour préparer les futurs gestionnaires des municipalités, les futurs gestionnaires ou intermédiaires entre l'État et la population? Jamais, si ce n'est quelques activités de façade, comme quoi ils s'organisent, ils se réunissent, mais dans le fond, on a cessé de préparer des militants, de former des militants, on prépare des soldats. Ça, d'une. Deuxièmement, aucun parti politique n'a fait son bilan après une mandature pour dire voilà, donc voici nos lacunes, nos problèmes, nos suggestions, ce que nous avons remarqué, ce qui est souhaitable. Jamais, 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 jamais dans une commune, je ne vais pas généraliser, peut-être il y a des exceptions, mais jamais il y a eu un bilan au niveau d'un parti politique, genre d'un congrès, des états généraux des élus, au niveau d'un parti politique pour faire le bilan. C'est dans le cadre de alors, le problème, c'est qu'on ne prépare pas les élus pour la gestion de la commune. Un. Deuxièmement, quand il s'agit des listes électorales, c'est l'archaïsme, c'est le tribalisme. Alors, au lieu de choisir le meilleur, au lieu de choisir le plus formé, le plus expérimenté, le plus crédible qui peut faire avancer l'idée de la démocratie participative, eh bien non. On choisit d'abord les deux grands villages de la commune. Allez, alors les deux premiers grands villages, c'est les premiers, donc on donne le poste au maire pour avoir le maximum de votants. Donc, et le deuxième, c'est automatiquement, et le dernier, bien sûr, de Douara. Et le dernier, donc c'est le dernier de la liste, c'est un petit village, c'est de la foutaise, c'est de la poudre aux yeux. Les partis politiques, je pèse mes mots, j'étais moi-même membre et responsable d'un parti politique, sont des complices de cette administration mafieuse. Et le problème aussi, c'est qu'on n'a jamais revendiqué, c'est-à-dire, il y a eu, je me trompe si je dis on n'a jamais revendiqué, il y a eu quand même une revendication. Quand vous parlez des partis politiques, il y a des partis dits d'opposition, puis il y a des partis aussi qui aujourd'hui n'appellent pas à ces élections, qui sont contre
contre le président actuel, contre Abdelmadjid Tebboune, contre ce gouvernement. Il y a l'UCP, le FFS aussi, on va en parler une partie, parce qu'il y a deux FFS. C'est la question que je vais poser à Maître Nabil Asmaïl, qui est aussi militante au FFS. Il y a le RCD aujourd'hui. Il y a des partis comme ça qui ont tout de même envie de former, envie de s'investir, envie de travailler. Mais c'est compliqué aussi en Algérie. On l'a bien vu dans le cadre de cette révolution. Que de s'impliquer en politique, parfois on peut se retrouver dans des conditions très particulières. Oui, mais je vais rappeler une chose, c'est que Faïd Hamdaf Forber, il a revendiqué la réforme du code communal. La catastrophe, c'est que depuis Ouihia, on a réformé le code de la famille, on a fait du maire un complice de l'État. On a fait de la municipalité des élus légitimes, représentatifs du peuple, des marionnettes. Je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que si les délibérations d'une commune, des élus, n'est pas approuvée par un chef de daïra, un bureaucrate formé par la sécurité militaire et au solde du pouvoir, eh bien, les délibérations ne vont pas être validées, elles seront rejetées. Donc le chef de daïra, c'est en quelque sorte l'enseignant qui donne 1 sur 20, 2 sur 20, 3 sur 20. Et on trouve le maire est otage de cette administration. Donc je pense que l'idéal, c'est de rejeter cette élection tant que les assemblées communales n'ont aucun poids, aucune influence. C'est-à-dire, c'est juste une façade aux yeux de l'opinion internationale. Voici en Algérie, il y a des partis politiques, il y a des candidats, il y a une élection, il y a des maires. Et tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Raison de plus, dans la situation actuelle, le peuple algérien est en rébellion. Il rejette le calendrier politique de ce pouvoir. Il rejette toutes les propositions du pouvoir à partir du moment où cette mafia a tourné le dos aux revendications de ce peuple. Donc, à quoi sert... Restez avec Je ne sais pas si je n'ai pas été... Est-ce que le son a été coupé ou c'est juste le temps? Non, très très bien. On vous a très très bien entendu. Restez avec nous et je vais revenir vers vous dans quelques instants. Avec nous, donc Anis Al-Qama, et puis psychologue militant politique, et puis Maître Nabil Asmaïl, avocat, donc militant du FFS. Maître, bonsoir une nouvelle fois. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous nos auditeurs et bonsoir à vos invités, en particulier Dali Naïdjoudi. Merci d'être avec nous, Maître Nabil Asmaïl, avant d'être l'avocate connue que vous êtes, et je salue d'ailleurs encore une fois tous les avocats et les juristes qui travaillent en Algérie, notamment auprès des détenus, entre autres le travail que vous faites, mais vous êtes bien sûr citoyenne algérienne, avant tout mère de famille. En quelques mots, comment est la situation en Algérie au quotidien? C'est toujours important de vous donner la parole à ce sujet puisque vous êtes sur place et vous vivez sur place. C'est quoi aujourd'hui l'environnement? Comment vivent les Algériens au quotidien? Écoutez, je n'ai pas comme habitude d'être alarmiste, mais je me dois de dire la vérité et de ne pas être ni populiste comme certains aiment bien me coller ça, mais je pourrais dire que la situation est très inquiétante, elle est explosive. Il y a beaucoup de misère qui est en train d'être très apparente. Écoutez, quand il n'y a pas d'investissement, quand l'administration est paralysée par crainte de poursuite, quand tout est à l'arrêt, quand il n'y a plus de prêts bancaires, quand les banques ont peur de prêter de l'argent, quand l'investisseur ne peut plus aller demander de l'argent pour investir, quand les zones d'activité sont à l'arrêt, quand les grandes entreprises, je viens de lire que Sonatrach a gelé les comptes de l'Hadjar, quand il n'y a plus d'investissement, les agences de voyage sont à l'arrêt, les agences d'assurance sont à l'arrêt, quand il y a une crise sanitaire mondiale qui a donné naissance à une crise
à une crise économique et que nous avons un pouvoir qui dépense de l'argent pour aller faire une élection locale qui n'a été demandée par personne et qui est illégale parce qu'elle n'est pas prévue par leur constitution, là je pourrais dire qu'il y a beaucoup de colère. Et cette colère, elle se manifeste par le mépris, le désintéressement total quant à cette histoire du 27 novembre. Sauf que le peuple, cette fois-ci, il a été beaucoup plus malin et il ne s'amuse pas à déchirer les affiches ou à insulter ou à casser. Au contraire, il est dans le mépris total. Il est dans le rejet pacifique. Magnifique. Ce qui m'a fait rire en me promenant un petit peu dans les rues de Tizi Ouzou, c'est que les candidats ont fait d'énormes banderoles qu'ils ont suspendues dans le ciel pour que personne ne les atteigne, pour qu'ils ne les déchirent pas. Quant aux petites affiches, elles ont été accrochées dans des vitrines de magasins ou de cafés, alors que c'est interdit par la loi. La nuit devrait interpeller. Il y a des espaces pour publier et pour faire les affichages. Or, on les retrouve dans des vitrines par peur que les citoyens ou que la population les déchire. Mais il y a de la colère, nous le sentons très très bien. Il y a un sentiment de trahison, un sentiment d'abus, il y a un abus d'autorité qui s'abat sur le peuple alors qu'il n'a rien fait ce peuple. Had el-Chogra, il n'y a pas quelque chose qui peut la justifier. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Vous savez, quand je vois des caricatures, un voté Belmadi, oui, le peuple se reconnaît dans Belmadi parce que Belmadi a un secteur qu'il gère bien, il le gère, il réussit. Or nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à un élu de faire baisser le prix de la pomme de terre. Quand vous avez une APN que le peuple n'a pas élu, des députés que le peuple n'a pas élus, qui viennent de voter la loi de finances qui supprime les subventions, ils viennent de voter les 35% d'impôts sur le chiffre d'affaires. Nous ne sommes pas des commerçants. Les avocats, ils viennent de nous imposer 35% sur le chiffre d'affaires alors qu'on a toujours payé un pourcentage sur le bénéfice. Et tout ça, ça va mener où tout ça? Ça ne peut plus continuer comme ça. Le peuple ne peut plus se permettre des viandes, il ne peut plus acheter les œufs comme avant, il compensait quand il ne pouvait pas acheter le poisson, il compensait avec les œufs, mais là, même les œufs, elles ont leur prix maintenant. Donc, il y a une colère, ça bouillonne, on ne sait pas où ça va aller. Il y a des secteurs, j'ai vu tout à l'heure que les retraités de l'armée sont revenus encore en force pour revendiquer leurs droits. Les médecins ont fait des grèves, nous les avocats, nous nous acheminons vers une grève. Tout ça, c'est un climat explosif et on vient, يريطوا لك بالبرويطه تاع الشخشوخه ويقول لك روح تفوتي عليا وندير لك المحابر الاسلاميه. C'est horrible, c'est horrible. Donc, vous allez peut-être me poser la question par rapport à mon parti. Moi, je vous dis une chose, je fais partie de ceux qui ont dit qu'il y a une révolution. S'il y a une justification pour aller à ces élections, les locales, il ne faut pas les laisser. Mais les locales, c'est quand on a un vrai pouvoir. Moi, je vais vous dire, Chaben, j'ai fait un mandat et demi, j'ai démissionné de l'APOI en juillet 2020. C'était mon deuxième mandat. Nous avions délibéré pour restituer tout le foncier industriel qui a été attribué et qui est resté pendant près de 20 ans inexploité. Nous avons délibéré pour le restituer. Nous l'avons restitué. Il a été distribué en dehors du contrôle des élus. Ça, c'est d'une. Nous avions délibéré pour débloquer une enveloppe financière pour aménager les zones d'activité dans les wilayas. C'est pour Tizi Ouzou, nous avions délibéré pour des enveloppes financières pour aménager. Venez voir les zones d'activité de la wilaya, il n'y a aucune sur les 35 zones d'activité, à part une ou deux à Tizi Ouzou, il n'y a aucune qui soit aménagée. Comment voulez-vous attirer des investisseurs ou un président ou un premier ministre qui vous dit la diaspora doit venir investir? Elle va investir dans quoi? Vous avez des zones d'activité qui n'ont ni eau, ni électricité, ni réseau souterrain, ni portail, ni poste de gardiennage, rien du tout. À l'ère de l'Internet, il n'y a même pas de voirie, c'est devenu des décharges publiques.
Donc, quand vous avez fait des délibérations, en 2016, nous avions délibéré à l'API de Tizi pour l'installation de 12 postes avancés pour la protection civile et l'achat d'un Canadair. Rien n'a été fait. Donc, ça ne sert à rien d'aller vers des élections tant que le code communal et le code de wilaya n'a pas été modifié. L'élu, le pauvre élu local au niveau de l'APC, on lui demande d'aller vers la fiscalité locale. Et qu'il décide de construire une bibliothèque ou un stade communal ou d'aller aménager un espace ou de faire un projet, non. Si le wali refuse, sa délibération ne passera pas. Donc, c'est ça, c'est ce contrôle excessif sur tout ce qui est gestion. C'est ce contrôle excessif qui a fait que aller vers des élections devient impossible, devient inutile quand les textes de loi ne sont pas changés, ne donnent pas plus de prérogatives. Et quand vous avez un maire qui a bien travaillé ou qui a essayé de travailler ou qui a été honnête avec sa population, dès qu'il termine son mandat, on le convoque au tribunal. Parce qu'il a passé un marché pour un grillage ou pour l'installation de caméras de surveillance, l'appel d'offres. Ça, c'est... Vous savez, je ne sais même pas comment décrire ça. D'abord, vous avez raison de parler de formation. Je vais revenir vers vous, Maître Nabila Smail. Je vais resaluer Anis El Rama, qu'on connaît très bien. Il est avec nous par Skype ce soir, psychologue, militant politique. Rebonsoir Anis El Rama. On a commencé à 18h45 ce soir, hein. Il est 19h20. Merci en tout cas de patienter, hein. Vous êtes aussi nombreux ce soir. Merci pour votre présence. Anis El Rama, vu le militant politique que vous êtes, l'observateur, vous êtes aussi psychologue. Comment vous les voyez? Puis vous êtes algérien aussi, hein, vous connaissez ces élections. Aujourd'hui, est-ce que aussi vous qualifiez de ce moment du 27 novembre un non-événement, que les Algériens ils vivent pas dans ce monde-là, qu'il y a à la fois des candidats, un gouvernement, un président qui souhaitent ces élections, et puis d'un autre côté, il y a des Algériens qui ont tout simplement envie de vivre dignement? Alors, je vais être très clair par rapport aux élections du 27 novembre. Donc oui, bien sûr qu'il y a un désintéressement total de la part de la population. Et c'est un désintéressement qui est salvateur d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien à voir, il n'y a rien à s'intéresser à ces élections-là. Elles vont pas aboutir à un changement, à une grande révolution de l'intérieur, comme le pensent certains. Mais même plus que cela, je vais aller plus loin, c'est que, et je vais être très clair, pour moi, participer à ces élections-là, c'est tourner le dos à la révolution, c'est tourner le dos aux 230 et quelques prisonniers d'opinion qui ont mon total soutien et que je salue d'ici humblement, et je salue leur sacrifice. C'est tourner le dos à ces bientôt 3 ans de sacrifice. C'est tourner le dos à tout ce qu'on a essayé de créer comme dynamique citoyenne, comme dynamique politique. Et pour moi, rien ne justifie cela. Je vais prendre quelques éléments, quelques arguments que nous opposent certains en nous disant que, par exemple, pour certains partis, je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, certains nous disent que les assemblées populaires, les API ou les APC ont une fonction stratégique dans le sens où ils sont proches de la population. Mais c'est un argument qui est totalement caduque. En Algérie, le pouvoir est entre les mains du wali. Tout le monde le sait. Le wali, qui est une fonction qui est dérivée, qui est pas dérivée, mais qui est du copier-coller de la fonction de préfet, qui a exactement les mêmes prérogatives que le préfet en France, vient de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, lorsqu'il a fait un coup d'État contre la République française, et Napoléon n'est pas connu pour être un grand démocrate, c'était un empereur, en début du 19e siècle, donc en 1800, il a créé la fonction de préfet pour écraser tout pouvoir régional qui pouvait concurrencer son pouvoir d'empereur. Donc c'est dans cette même logique-là impériale que la fonction de wali existe en Algérie, et elle découle de, bien sûr, la fonction de préfet qu'il y avait avant en France. Donc on ne s'est pas cassé la tête, on a juste pris cette fonction-là. Et en Algérie, le pouvoir du wali est juste extraordinaire. C'est un mini-président dans la région qu'il gère.
il y a le pouvoir du wali, il y a le pouvoir du wali délégué, il y a le pouvoir du chef de daïra. Et camarade Ali Djoudi l'a très bien cité, c'est que en réalité, rien ne passe sans l'aval du chef de daïra et sans l'aval du wali. Donc, si vous êtes président d'APC ou président d'API, vous avez beau avoir les meilleurs éléments, vous avez beau avoir des personnes qui sont bien intentionnées, mais il y aura toujours un wali qui lui-même est désigné de manière totalement arbitraire par le président de la République, et précisément par le président de la République, qui viendra contrecarrer votre travail, parce que rien ne passe sans son aval. Ça, c'est votre analyse est pertinente, et c'est bien de nous donner des éléments d'histoire. Effectivement, il y a le wali, il y a le chef de daïra. C'est ce qui explique, à votre avis aussi, qu'en Algérie, par exemple, la moindre inauguration, on a des commandants, des colonels, l'armée qui est présente sur un équipement sportif, par exemple, sur une infrastructure. Alors, c'est plutôt bien, effectivement, d'avoir des personnalités au gradé, mais derrière ça, c'est ce que ça explique aussi, c'est qu'à un moment donné, ces hautes instances, notamment militaires ou à l'intérieur, ont une réelle présence à plusieurs niveaux en termes de dominance, de pouvoir, de gestion. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est le degré au-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr le côté répressif que je viens d'expliquer, le côté des walis, des préfets, donc enfin l'équivalent des préfets en France. Et le degré au-dessus, c'est la militarisation de la scène politique algérienne. Ça, c'est ce qu'on a vu à partir de l'ère El Gaïd Salah, c'est que les militaires ne se cachent plus. Avant, ils utilisaient des façades civiles, mais vu l'état de la façade civile qui se sont choisis, en l'occurrence Tebboune et les personnes qui sont au gouvernement, vu leur manque de charisme, vu leur incapacité à bien communiquer, à occuper l'espace médiatique, les militaires, bien sûr à notre grand malheur, ont décidé d'aller de plus en plus en avant et de se montrer. Ça, c'est encore plus grave, c'est-à-dire en plus du caractère éminemment répressif de la structure politique algérienne et extrêmement centralisante, il y a cet aspect-là de militarisation de la scène politique. C'est-à-dire que au niveau de la scénographie politique, c'est-à-dire au niveau visuel, maintenant, on essaie de nous habituer à voir des militaires. Je rappelle que c'est quand même un militaire qui a été nommé comme PDG de Mobilis. Et ça nous rappelle le scénario égyptien. En Égypte, les militaires récupèrent de plus en plus, avec El Sisi, des pans entiers de l'économie. Et ils ne se cachent plus par rapport à ça. Je vais juste revenir par rapport aux justifications qu'ont certains par rapport à leur participation, pour tenter de justifier leur participation aux élections, en disant on ne veut pas isoler la Kabylie. Mais ça, c'est un argument régionaliste. Ça veut dire que l'on reconnaît que notre parti politique n'a jamais eu de prétention nationale, on reconnaît qu'on a accepté de se ghettoiser aussi quand on tient des propos comme cela. Désolé, je vais être très dur avec certains militants, mais ça, c'est un argument irrecevable. Qu'est-ce que cet argument en disant on ne laisse pas la Kabylie? Non, la Kabylie est une région comme les autres régions d'Algérie. On ne fait pas une politique de son parti selon une région. On fait la politique de son parti si on veut avoir un avenir national de son parti au niveau national. Et je vais être plus dur avec ces partis-là. Ils n'ont absolument aucun ancrage politique. Ils n'ont aucun ancrage populaire. C'est des coquilles vides politiques qui se rassemblent dans des garages vides et froids en discutant entre eux. Ils n'ont absolument aucune... Et d'ailleurs, c'est pour ça que même si je suis un peu énervé contre eux, je reste quand même optimiste, parce que les partis politiques sont écoutés par aucune frange de la société. Et les jeunes, ça fait longtemps qu'ils commencent à se politiser à travers d'autres biais, entre autres les réseaux sociaux, avec l'animation politique que l'on tente de faire dessus. Mais les partis politiques sont caduques. Ils sont dépassés. C'est un repère d'anciens militants qui essayent de ressasser peut-être une période où ils avaient un tant soit peu d'importance liée à des circonstances historiques. Mais actuellement, aller vers ces élections-là est une compromission, est une trahison du peuple algérien, est une trahison du Hirak. Et nous n'oublions pas. C'est-à-dire que moi, j'ai tenté depuis le début de ce Hirak d'être compréhensif, de ne pas être nihiliste, parce qu'on me reproche souvent d'être nihiliste, de renvoyer tous les partis dos à dos. Mais la classe, là,
on peut rien justifier. On a oublié les participations en 2012 à des élections, etc. Mais là, je vais arrêter d'être gentil avec certains partis parce que ils sont en train vraiment de se fourvoyer. Il nous reste, on va en parler, Anissa Akrama. Je vous interpelle sur une remarque. C'est vrai que vous disiez peut-être, en tout cas c'est votre vision, que de rejoindre cette date du 27 novembre, se mettre à dos la révolution, se mettre à dos effectivement ces détenus, il y en a plus de 250, et Maître Nabil Asmaïl pourra en parler tout à l'heure. Mais que dit-on aussi, peut-être que ces élections communales, c'est aussi un espoir. C'est peut-être un des derniers espoirs, parce qu'on sait que les Algériens, les Algériennes vivent avec de grosses difficultés aujourd'hui. Donc j'aimerais que vous réagissiez tout à l'heure sur cette question. Ali El-Djoudi est avec nous. Rebonsoir Ali. Oui, alors Ali El-Djoudi, voilà, on vous a retrouvé par c'est très bien. Ali El-Djoudi, on va diffuser cette image. Parmi les partis historiques, bien sûr, il y a le FFS. Le FFS, où il y a une grande partie des militants, notamment dits du terrain, qui sont contre ces élections. Et il y a toute une direction qui a rejoint ces élections notamment. Et puis Maître Nabil Asmaïl nous en dira aussi deux mots, puisqu'elle est concernée. Voilà, je voudrais juste qu'on remonte cette affiche où on retrouve sur certains candidats, notamment à Alger, la photo de Hosni Ahmed, paix à son âme. Voilà, donc je voudrais avoir votre avis. Est-ce qu'à un moment donné, on n'utilise pas l'image d'une telle personnalité à des fins de récupération politique? Ça, c'est une première question, Ali El-Djoudi. Et est-ce que un peu direct, parce qu'on va se poser cette question autour du FFS. Alors, sachez que on a tenté avec la rédaction d'appeler le FFS. On n'a pas eu de réponse. Mais est-ce que le FFS existe toujours aujourd'hui, sachant qu'il crée énormément de polémiques en Algérie, notamment en rejoignant ces élections, ou alors c'est plutôt bien de rejoindre ces élections pour un parti comme le FFS, car c'est peut-être un espoir pour les Algériens et les Algériennes. Oui, merci Chavan. Tout d'abord, donc, il faut signaler une chose, c'est l'hypocrisie d'utiliser l'image de Salah Hossein pour cette mascarade, en premier lieu. Moi, je ne critique pas la base des partis politiques. Moi, je salue tous les militants, y compris ceux qui ont participé, parce que ils sont militants, ils sont disciplinés. Malheureusement, ils doivent occuper un espace, et même si je ne partage pas la stratégie. Par contre, je condamne les états-majors de ces partis complices avec la stratégie de ce pouvoir. Hallucinant de voir une direction de parti qui boycotte une élection parlementaire sous pression, et elle participe. Mais ce qui est dégoûtant, c'est de voir la tête de ces partis politiques, notamment le FFS. Ils sont candidats à une élection locale. D'un côté, ils sont responsables au niveau national, et d'un côté, ils s'impliquent dans une élection régionale. Sauf que pour le FFS, c'est un peu particulier, parce que j'ai eu toute ma formation, tout mon parcours, et toute ma sympathie avec la base de ce parti, avec l'histoire de ce parti, et tous mes respects à mes camarades et mes anciens camarades. Il faut dire que le FFS est le seul et unique parti dont la base a épousé l'historique, les positions, l'idéologie, la doctrine, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le parti du FFS est pratiquement l'unique parti dont la base a épousé la doctrine du FFS. Aujourd'hui, il y a un état-major coupé des réalités qui est dans les bras et dans les draps de ce pouvoir. Il y a une base qui est à côté de ce peuple, avec le Hirak. Et quand je dis cette base, y compris certains camarades qui sont candidats, parce que je ne vais pas condamner certains camarades, parce que il y a des spécificités pour une élection locale. Parce que même si certains partis ou certains courants politiques ou certains
qui ont voulu nous faire croire qu'ils ont boycotté, mais ils ont participé avec des listes indépendantes. Donc c'est plein de contradictions. Sauf que ces élections, en temps actuel, d'ailleurs je ne l'ai jamais appelé au boycott pour une simple raison, je suis disqualifié, je suis à l'étranger, je n'ai pas donné de directive, ni influencé, même s'il y a une seule personne qui me suit, je ne vais pas l'influencer parce que c'est les gens qui sont à l'intérieur qui décident. Et l'élection locale, il est un petit peu spécial. Mais la logique des choses veut que ce soulèvement populaire qui a rejeté les présidentielles, qui a rejeté les élections parlementaires, qui a rejeté la Constitution, eh bien, je ne vois pas pourquoi nous allons nous impliquer dans cette élection, tout en sachant que c'est des assemblées de façade. Les pouvoirs sont entre les mains des chefs de daïra. Les pouvoirs sont entre les mains du préfet. Les pouvoirs sont entre les mains du commandant de la gendarmerie. Le maire n'est qu'un grain de blé dans il n'a aucun pouvoir, ni sur sa propre administration. Pourquoi? Le maire est pris en otage, d'un côté dans sa propre municipalité, par le secrétaire général, qui est pratiquement l'indicateur de la police politique, de la daïra, de la gendarmerie et de l'administration. Et du chef de daïra. Et d'ailleurs, on trouve souvent des élus qui sont en contradiction avec le maire, qui font le jeu du mouchard pour le chef de daïra. Mais alors, c'est grave. Et même les prérogatives, certaines prérogatives, le minimum, quand il y a la distribution des logements. D'abord, un quota est donné automatiquement au préfet. C'est le préfet qui donne. C'est en fonction des gens qui le soutiennent. Et pire encore, quand il y a des propositions de la municipalité, du maire et de l'Assemblée générale, il doit revoir, rejeter, corriger. Eh bien, le maire aujourd'hui, c'est une marionnette entre les mains du pouvoir et il ne peut ni promettre, ni ils peuvent respecter leurs promesses. C'est de la foutaise, ils ne peuvent jamais. D'ailleurs, ils n'ont. Juste, il faut, à chaque fois qu'il me coupe, juste je termine la phrase, il me coupe. Il signe la paye des salariés. Voici le rôle du maire. Il gère la pénurie, c'est la façade, le pare-choc du pouvoir. Merci. Merci. Vous rejoignez tous les trois notamment sur le rôle, mais surtout le pouvoir qu'ont notamment ces élus locaux. Maître Nabil Asmaïl, je vais vous faire réagir aussi. Je voudrais juste citer notamment, alors si vous allez sur l'APS officielle, vous allez avoir un article notamment qui reprend plusieurs presses nationales qui parlent notamment de cette campagne qui a commencé donc il y a 5 jours précisément, qui va se dérouler voilà juste un peu avant le scrutin du 27. Le journal El Shab par exemple qui dit cette campagne électorale menée par les différentes formations politiques passait à une cadence donc plus intense, qui passe donc dans une cadence plus intense. On a d'autres partis comme le quotidien Horizon, voilà ce que dit le quotidien. En tout cas, c'est ce qui relève sur un peu ces analyses. Je cite, les formations politiques marquent une halte pour faire le bilan d'une campagne déjà entamée timidement, mais qui cependant s'intensifie au fur et à mesure que l'on s'approche de la fin. Maître Nabila Smaïl, alors première question d'abord. Est-ce que cette campagne existe réellement? Est-ce qu'elle passe totalement inaperçue et est-ce que les Algériens et les Algériennes ignorent totalement un peu cette campagne? Et puis, est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce que les candidats ont réellement accès? Parce qu'on sait que Abdelmadjid Tebboune et ses différents ministres n'ont malheureusement pas pour eux aucun accès à la foule, en tout cas aucun bain de foule, aucune rencontre. Et puis, quand vous voyez cette affiche Alger, avec la photo d'Ahmed, de Hossein Ahmed, pardon, qu'est-ce que vous êtes en colère? Qu'est-ce que ça vous exprime précisément?
Je vais commencer par la dernière question, que Oui. ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais personne ne m'empêchera de parler, même s'il s'agit de mon parti. Et d'ailleurs, mes positions m'ont valu une suspension de 6 mois. Et après ma réhabilitation, à ce jour, on ne m'a pas notifié. Cette photo est une grave dérive par rapport au testament de Hussein Ait Ahmed qui est collé à sa tombe. Hussein Ait Ahmed avait demandé à ses enfants de mettre son testament sur sa tombe à Atihya, où il a demandé qu'on n'utilise pas son image et qu'on n'utilise pas son nom et qu'on ne politise pas sa personne. Ça, il l'a demandé. Donc, utiliser sa photo comme ça, moi, je pense que c'est une preuve que il n'y a rien à vendre. Parce que pour moi, j'estime que quand on a fait des mandats, il faut, avant de se prononcer ou avant de décider d'aller pour un autre mandat, il faudra d'abord faire un bilan. Il faudra faire un bilan d'un premier mandat. Il faudra faire un bilan de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Ça, c'est l'honnêteté envers l'électeur. J'ai été élu. Mais dans tout ça, pourquoi beaucoup de partis, il y a cet engouement, alors qu'ils savent pertinemment que le code communal est un handicap pour eux, qu'au niveau de l'APOI, si le Wali ou le ministère de l'Intérieur vous rejette votre délibération, vous avez beau faire le beau, vous ne ferez rien du tout. Vous savez ce qui est le malheur? D'où est venu cet engouement? D'où est venue cette histoire de c'est tout le monde qui est candidat, c'est du n'importe quoi, aucune formation, aucun niveau, rien du tout. C'est depuis que Bouteflika a modifié et a mis des salaires faramineux pour les PAPC, pour les présidents d'APOI, pour les vice-présidents. Avant, quand c'était sérieux, et je parle sous le contrôle d'Ali et Judy, quand les choses étaient sérieuses et que c'était de la politique et qu'il n'y avait que des militants politiques qui se présentaient aux élections, c'est parce qu'il y avait un détachement. Vous êtes enseignant à l'université, vous êtes élu à l'APOI, vous gardez votre salaire. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes détaché, vous gardez votre salaire. Mais à partir du moment où le Wali paye le loyer de la maison du logement du PAPOI. Il lui donne des voitures. On délibère sur les voitures. Chaque président de commission, il a un salaire de 10 millions jusqu'à 9 à 10 millions. Le PAPOI jusqu'à 150 000 dinars. Mais c'est devenu de l'ancêtre politique. Donc ceux qui se respectent se sont retirés et ceux qui veulent faire carrière, vous n'avez qu'à voir que ce sont les mêmes qui sont revenus. Moi, je ne parle pas que de ma formation politique, je parle de toutes les formations politiques. Oui, mais sauf que votre Maître Nabil Asmaïl, sauf que votre formation politique qu'on ne présente plus, le FFS qui est un grand parti, il a aussi un parcours particulier depuis le début de cette révolution. Au départ, il était, en tout cas, il y a deux partis, d'après ce qu'on comprend. Mais vous allez garder la parole. Mais de voir cette affiche avec cette photo de cette institution, de cette personnalité, Hussein Ait Ahmed, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le FFS qui se présente actuellement n'a rien à vendre, parce que lorsqu'on met une photo, c'est que derrière, il y a une éthique, il y a des valeurs, il y a un programme. Ça veut dire que le FFS qui se présente au communal, qui appelle en tout cas les partisans, ça veut dire qu'à part cette photo, il n'y a pas de contenu. Pourquoi utiliser cette photo? C'est pour appâter la clientèle, si je puis me permettre l'expression? Chaben, Hussein Ait Ahmed est une personnalité nationale. Personne n'a le droit de la réduire à une élection locale ou à une période électorale. Ça, pour moi, j'estime que ça devrait faire réagir sa famille. Moi, en tant que militante, en tant que fille d'un militant qui a passé 6 mois à Lambèze en 63, 64, 65, torturé à mort. Moi, je dis que cette image-là est une insulte à la mémoire de Hussein Ait Ahmed qui a dépassé la dimension de local que je ne diminue pas. C'est un monsieur qui a dit « je préfère être élu, je préfère être un maire légitimement élu qu'un président porté par des chars ». Donc c'est un grand monsieur. Pour le FFS, actuellement, la direction on parle du FFS et c'est bien de vous avoir, mais encore une fois, on a tenté vraiment de joindre
Belhassan, etc. Et on a, ou messieurs Aouchiche, on n'a pas réussi à les avoir, mais ça peut se comprendre. Ça veut dire que eux, derrière, ils utilisent ça dans quel but? C'est pour essayer de recréer de la sensibilité, de l'émotion, de récupérer, de retrouver un certain nombre de partisans que fédérait Hossein Ait Ahmed. C'est pourquoi utiliser cette image? Chaban, moi, j'appartiens à la base militante. Et je tiens à rappeler que le FFS, créé par Hossein Ait Ahmed, a été derrière la création de la première ligue de la défense des droits de l'homme. Or, on ne peut pas aller à une élection locale quand il y a autant de détenus, quand on rentre dans les maisons pour entraîner des jeunes filles, pour les prendre dans des commissariats. On ne peut pas aller à une élection pour tendre la perche à un pouvoir qui est en train de réprimer toute une région. Quand on me parle de ce qui se passe, de ce qui arrive à notre diaspora quand elle arrive de France, dès qu'ils voient qu'ils sont nés en Kabylie, on leur fait subir un interrogatoire à l'aéroport. Donc, tout ce, quand on sent que nous sommes en train d'être harcelés, d'être matés, parce que nous sommes kabyles, moi je suis algérienne, je suis amazigh algérienne, et quand on décide de réprimer toute une région, ça, on ne peut pas participer à une élection imposée par un pouvoir qui est en cours d'argument, en cours de programme politique et en cours de solution politique. Quant au FFS, avant de retrouver tout à l'heure, vous gardez la parole, mais juste une minute. Je vous reprendrai tout à l'heure, mais là, je voudrais juste avoir votre réaction et je vais donner la parole à Anis El-Khama juste derrière. Alors, campagne ou pas campagne, est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce qu'on voit des choses s'intensifier? Il y a des affiches? Est-ce que, selon vous, il y aura des électeurs et des électrices le 27 novembre prochain? Parce que ce sont des élections locales. On sait très bien que les Algériens et les Algériennes sont plus sensibles à leurs équipes. Ou alors ça sera un flop le 27 novembre. Écoutez, moi, je n'ai assisté à aucun meeting, aucun rassemblement. Mais des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, des journalistes qui sont en train de partir un peu partout pour couvrir, notamment ici dans la wilaya. Chacun nous dit que chaque parti ou chaque liste a ramené ses candidats pour remplir les salles. Donc, il n'y a pas d'engouement. Parce que maintenant, vous allez me dire, c'est le mauvais temps. Non, on a fait des campagnes la nuit, on a fait des campagnes quand il pleuvait, on a fait des campagnes partout. Mais là, ils se cachent derrière les réseaux sociaux, ou bien, chaque fois qu'ils se déplacent, ils ramènent des bus, ils ramènent avec eux leurs supporters. Ou des bus d'élus, ou des bus de candidats. Donc, ils se déplacent avec ça. Nous l'avons vu avec Dadji, nous l'avons vu avec beaucoup de partis qui ont rempli les salles avec leurs propres. C'est même pas des militants, c'est des candidats. Alors, maintenant, ce qui se passe dans la rue, c'est que il y a eu une semaine de pluie, une semaine d'intempéries, et tout le monde a compris que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le peuple est sorti pour réclamer un peu plus de sérieux, et cette élection, ce n'est pas sérieux, parce qu'on ne peut pas reproduire les mêmes erreurs rien que pour préserver des avantages ou des privilèges. Moi, j'ai de la peine pour les maires. Cette semaine, on a perdu un maire, le maire de Tizernif, Jamal Mahmoud, Allah yarhamou. Il a eu une attaque. On m'a dit qu'il était venu le matin à la wilaya pour voir le wali, pour déposer un dossier qui lui tenait à cœur et demander de le débloquer. Il n'a pas pu voir le wali qui était en conseil de wilaya. Il rentre chez lui, il a une attaque, il meurt. Là, ça me fait de la peine, parce que je sais qu'il y a des maires qui essayent de travailler. Il y a des maires qui ont fait leur bilan. Il y a des maires qui ne se sont pas présentés parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Mais maintenant, je respecte les militants qui sont partis. Nous sommes de la même famille politique. Mais je suis de ceux qui disent qu'on ne peut pas boycotter. Maître Nabila Smaïl, citoyenne que vous êtes, militante politique que vous êtes, aujourd'hui en Algérie, la solution pour l'instant, pour se sortir de cette crise, pour vivre mieux, pour avancer aussi, parce que dans toute nation, les gens ont des projets. En tout cas, en Algérie aujourd'hui, la solution pour vous, ce n'est pas d'aller aller voter, c'est encore moins de se présenter, c'est vraiment de boycotter, de tourner le dos à ces différents scrutins.
il faut rester avec le peuple. Il faut rester dans la révolution populaire. Il ne faut pas tourner le dos. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que le FFS a toujours été le parti du peuple et pas le parti d'une seule région. Les idéaux du FFS ont été portés dans les 48, les 58 wilayas. La photo de Aït Ahmed a été portée dans toutes les marches à travers le territoire national. Donc, les idéaux du FFS sont dans la rue. Autre chose, ça ne me regarde pas, que chacun assume, parce que c'est une roue, c'est l'histoire. L'histoire va retenir. Et moi, en tant que militante et en tant qu'avocate, je ne peux pas m'offrir le luxe d'oublier qu'il y a des centaines et des milliers de familles qui pleurent leurs enfants qui sont en détention. Il y a des centaines et des centaines d'Algériens qui sont frappés par un contrôle judiciaire que parce qu'ils ont exprimé. Aït Ahmed a toujours dit un jour la parole reviendra au peuple. Et le peuple aujourd'hui a dit nous n'allons pas nous inscrire dans l'agenda du pouvoir. Regardez les images que vous êtes en train de diffuser. Si on devient maire pour délivrer des permis de construction, pour mettre en danger la vie de la population, je n'ai pas besoin d'un maire qui va me donner un permis pour que je construise sur une conduite de gaz ou pour que je bouge les regards ou pour que je constitue un danger pour la population. Voilà à quoi on est arrivé, voilà à quoi est réduit le travail du maire, c'est de mettre en danger la vie de la population. Merci, Maître Nabil Asmaïl. Et puis, on peut aussi le dire, maire, qu'il y a aussi des maires qui ont envie, qui essayent et qui parfois, c'est pas du temps évident. Vient de nous rejoindre, je vais le saluer, Aziz Mouatz, bienvenue, auteur, journaliste universitaire. Voilà, merci de consacrer quelques petites minutes avant la fin de cette émission. Rapidement, parce que je sais que vous avez un avis très tranché à chaque fois. L'Algérie vit actuellement une crise sociale, il y a eu la Covid, le pouvoir d'achat, c'est très difficile. Vous me parliez tout à l'heure de certaines actions aussi que vous êtes en train de mener et vous parliez de solidarité, heureusement que le peuple est solidaire. Le pouvoir d'achat, il y a tout de même ces élections locales qui ont été mises en place, qui ont été maintenues malgré un contexte très difficile pour les Algériens et les Algériennes. Aziz Mouatz, pour vous, il faut aller voter. Ou faut tourner le dos et faire face à ces élections en ne se rendant pas dans les urnes? Moi, je reviens d'un tout petit village de la Grande Kabylie, Atchbana, qui dépend de la daïra de Atwourtilen, où des personnes, surtout de la diaspora, m'avaient invité pour voir un peu ce qui se fait dans le pays profond. Ils ont un seul candidat à l'élection de la mairie et ils sont complètement désemparés parce que justement le maire sortant était un élu, est un militant de FFS que j'ai eu le plaisir de rencontrer très brièvement. Et c'est vrai que c'est très difficile, vu de l'intérieur de la Kabylie comme ça, les gens ils sont en attente de quelque chose. Et celui qui va venir, il sera imposé de par lui-même, il suffit qu'il ait une voix. Parce qu'on n'a pas prévu un certain seuil de taux de participation. Je rappelle que pour les élections législatives, moi j'ai vu des listes d'élus qui sont au Parlement actuel, à l'Assemblée nationale, qui ont été élus avec 30 voix, alors que je connais d'autres candidats qui, eux, avaient 5 000 ou 40 000 voix, qui n'ont pas été élus, parce que le mode d'élection est très complexe, mais parce que, à mon sens, il ne faut pas... Un maire, ce n'est pas uniquement fait pour délivrer des permis de construire ou l'adduction à l'eau potable. Un maire, c'est d'abord... Est-ce qu'ils ont la possibilité, ces maires-là, aujourd'hui, de pouvoir, avec leur bonne volonté? Et je réitère ma question, parce que le temps passe, mais je voulais vraiment vous avoir quand même quelques minutes. Selon vous, vous qui êtes quand même assez clair, parfois, enfin, assez clair dans vos réponses, est-ce que vous invitez les Algériens et les Algériennes à aller dans les urnes et à imposer leur voix, ou justement à dire parce que les maires n'ont pas de pouvoir, ça va continuer comme ça, il y aura des inondations, il y aura des morts, etc., etc. Si, de toutes les façons, on fait avec les maires qu'on a. Donc, si on a la possibilité de choisir
Moi, je suis à Mostaganem, on a un choix, on a un panel, on a des listes où il y a des candidats dont on ne peut même pas soupçonner l'incompétence ou l'incurie. Ce sont des gens qui ont fait leur dans la société civile, qui ont travaillé, on les connaît. Mon Dieu, mais est-ce que on peut imaginer un petit bled que les citoyens ne connaissent pas vraiment les hommes de valeur et les femmes surtout de valeur, parce que je veux bien qu'on élise aussi des femmes dans les mairies, les petites et les grandes, qui sont capables d'assumer un programme et de servir d'interface à cet État qui, lui, bien évidemment, est dans sa logique. L'élection communale, l'élection de maire, ça concerne directement les citoyens de la commune. S'ils ratent le col... Est-ce que ça va servir, est-ce que ça va servir réellement en 1 minute, malheureusement, parce que l'émission va toucher à sa fin, mais est-ce que ça va réellement servir à partir du 28 novembre prochain, réellement, pour peut-être une fois, certains maires auront réellement un rôle à jouer, vont jouer un rôle, vont construire, vont avoir des moyens. Les maires, quand ils ont une légitimité, quand ils sont élus par des citoyens et en grand nombre, ils sont redevables vis-à-vis de ces citoyens. Moi, je leur fais confiance. Moi, je suis persuadé que les verrous vont sauter parce que de deux choses l'une, ou on les laisse délivrer leur programme, et Dieu seul sait s'il va être important, ou alors on les bloque, comme on a toujours l'habitude de le faire, trop souvent à mon goût, par l'administration. À ce moment-là, ils auront au moins la possibilité de dire, voilà, on ne peut rien faire avec ce mode de gouvernance. Mais ne pas voter, ne pas élire son et attendre que probablement on va ramener quelqu'un qui va venir de l'extérieur, probablement désigner un administrateur. Moi, je trouve que c'est franchement, c'est pas ça la politique. La politique, c'est de faire ce qui est possible. Et ce qui est possible, c'est qu'il y a encore dans ce peuple, il y a des gens qui sont sérieux, honnêtes, compétents et qui méritent notre confiance. Et je pense qu'il faut aller. C'est cela qu'il faut élire. La réponse est claire. Anis Akrama, avec nous, on a le plaisir de vous recevoir à Paris. J'ai une mission importante pour vous. 1 minute 30, le mot de la fin, mais je voudrais vous faire réagir en vous demandant, est-ce que d'aller voter, c'est pas tout de même aussi un espoir aujourd'hui? Vous parliez tout à l'heure que les gens qui iront voter vont se tourner le dos aux détenus, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Algériens sont un peu face à une situation où ils ne savent pas non plus où aller et peut-être qu'ils se disent pourquoi peut-être pas élire mon maire et ça ira mieux demain. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Moat. Pour moi, la politique, ce n'est pas faire ce qui est faisable, c'est faire ce qui est juste. Et c'est ça dont on a besoin. Depuis l'indépendance, jamais on a fait ce qui est juste. Jamais on a pu obtenir le pouvoir pour faire ce qui est juste. Donc, faire ce qui est faisable, ça peut nous emmener dans un cynisme, dans un pragmatisme très, très dangereux qui peut confiner au soutien du régime dictatorial politico-militaire, pour être clair. C'est le fait de ne pas aller voter, c'est peut-être aussi après la porte ouverte à tout individu qui arrive de l'extérieur, etc. De toute façon, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vu les prérogatives très faibles des maires et vu les prérogatives très faibles de l'APC, de la POI, franchement, c'est pas une grande perte. Parce que gérer un grillage ou signer un papier pour des salaires, n'importe qui pourrait le faire. Je veux dire, n'importe qui serait en mesure de le faire. Et c'est pas une grande perte. L'enjeu politique en ce moment en Algérie, ce n'est pas de poser des grillages ou de faire un demi-tronçon de route. C'est de récupérer le pouvoir par rapport à une junte militaire qui a pris le pouvoir en 1962 et qui continue de gérer ce pays-là de manière non démocratique. Tout ce qui vient en dessous, toutes ces considérations-là, que je peux comprendre qui sont importantes, les considérations locales sont très importantes, mais elles sont tributaires. Elles sont tributaires d'une politique qui est bien au-dessus et qui est menée au niveau de l'État central, extrêmement centralisé d'Alger. Et les prérogatives de ces élus-là locaux, malheureusement, sont très, très faibles. Donc, ce n'est pas une perte. Donc, juste pour résumer, j'appelle à un boycott total, surtout vu l'état de répression qu'il y a en Algérie. Donc, juste pour finir sur ça, j'appelle à un boycott total, mais pas un boycott passif. C'est-à-dire, c'est pas un boycott et on fait rien. Boycott, mais retour du Hirak, sous toutes les formes possibles. Et bien sûr, pour le retour dans les rues, c'est les personnes qui sont en Algérie qui pourront
qui sont les plus à même de savoir quand est-ce qu'il faudra le faire. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie, Anis El Khama. On va terminer avec Ali El Djoudi. Ali El Djoudi, merci d'être avec nous. Pareil, un gros challenge pour vous. Vraiment, trois petites minutes un peu pour donner votre avis sur le 27 novembre prochain. On a compris que vous appelez au boycott ou réagir sur ce qu'a dit un des invités. Merci. Moi, je n'appelle pas au boycott à partir de Paris parce que je laisse le soin à nos concitoyens de prendre leurs décisions. Sauf que ce qui me désole, c'est qu'on s'est focalisé sur uniquement la Kabylie et on a mis dans le collimateur le FFS. Tout d'abord, c'est vrai que si on a mis dans le collimateur le FFS parce que c'est un grand parti politique qui a défendu la démocratie, les droits de l'homme et qui a eu quand même 450 Tarouas martyrs en 60-65. Donc le proverbe kabyle qui dit que c'est vrai qu'on s'est focalisé sur le FFS parce qu'habituellement, il nous a habitués à des positions d'honneur, de principe, du côté de la population et des petites gens. Mais il est important quand même de dire que les partis qui ont ruiné le pays, qui ont été les bras de la force de frappe de la police politique, de la sécurité militaire, de l'armée, le Hamas, le FLN, le RND, les Belgrina et j'en passe, tous ces partis qui ont appliqué aveuglement la stratégie de ce pouvoir mafieux qui a ruiné le pays. Parce que je ne veux pas donner l'image de quelqu'un qui a voulu mettre dans le collimateur le FFS et épargner les autres qui ont trahi le peuple, qui ont trahi l'Algérie depuis 1991. Eh bien, moi, je m'excuse, je ne donnerai pas de consigne de vote à partir de Paris, par respect. Et je dirais que je salue le RCD, je salue le PST, qui ont pris des positions claires de boycotter ces élections. Je salue le courage des bases des partis politiques crédibles, sérieux, qui se sont mouillés dans la stratégie des états-majors des partis qui ont vendu leur âme au diable. Voilà mon cher Chaban, et je salue les camarades, les intervenants et bon courage. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir de vous avoir les uns et les autres, mais on pourrait effectivement vous écouter comme ça longuement. Je voudrais remercier bien sûr Anis El Khama, psychologue, militant politique, Ali El Djoudi qu'on vient d'entendre, président de Riposte International, Asdine Toumi qu'on n'a pas réussi à joindre, militant politique, Maître Nabil Asmaïl, avocate militante FFS et Aziz Mouaz, donc universitaire, journaliste, auteur. Donc, il nous a fait aussi le plaisir de nous avoir consacré quelques minutes. Juste pour terminer, fin des subventions qui a été votée cet après-midi par l'APN, notamment pour les produits de première nécessité, le pain, la semoule, la farine, le lait, l'huile, le soja, l'eau potable, l'essentiel, le diesel, le GPL, l'électricité ou le gaz. Un vrai débat se pose aujourd'hui. Ce sont notamment pour les ménages dont les revenus cumulés dépassent pas 120 000 dinars, mais un vrai débat se pose. On en parlera dans le cadre d'autres émissions, puisqu'il est très difficile aujourd'hui en Algérie de recenser les différents revenus, quels sont les riches, quels sont les plus démunis, donc comment effectivement déterminer qui aura le droit à ces subventions ou pas. Les garçons en régie, merci infiniment de m'avoir accompagné jusqu'à 20h03. Bonne soirée à tous. Demain soir, vous retrouverez mon collègue ami Nasser Djoudi. Bonne soirée à tous.